Bienvenue sur le podcast des notaires conseils d'entreprise, le premier réseau de notaires spécialisé dans le conseil aux entrepreneurs. Plus d'informations sur le réseau dans le descriptif. Bien s'associer, ça se construit et ça s'anticipe. Nous vous proposons aujourd'hui le deuxième épisode de notre série dédiée à la gouvernance et aux 3 piliers d'une association réussie. Enregistré lors des 6e rencontres notaires-chefs d'entreprise, l'événement annuel de NCE à destination des entrepreneurs et des dirigeants, cette série vous donne les clés concrètes pour structurer, anticiper et pacifier la vie d'une société. De retour sur notre plateau pour notre second échange, s'associer les règles du jeu. On en parle avec Géraldine Pommery, directeur du département entreprise à l'UNOFI. Bonjour. Bonjour Guillaume. Et avec maître Pierre-Emmanuel Perrault, notaire NCE à Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Bonjour Guillaume. Bonjour donc à tous les deux. Géraldine Pommery, en 2 mots, rappelez-nous ce qu'est s'il vous plaît l'UNOFI Patrimoine. L'UNOFI, Union notariale financière, nous accompagnons les notaires dans leur mission d'organisation et de transmission du patrimoine tant professionnel que privé de leurs clients. Merci. Pierre-Emmanuel Perrault, donc vous êtes notaire à Courbevoie, je le disais. Quel est le profil des entreprises que vous accompagnez ? J'accompagne principalement des petites entreprises, des professionnels libéraux et puis des PME jusqu'à autour de 50 personnes. Merci. N'hésitez pas donc à nous poser vos questions. Elles arriveront ici en direct et je les poserai pour vous. Commençons, si vous le voulez bien, donc par les statuts. Quels sont les éléments essentiels que l'on va retrouver à l'intérieur de cet écrit essentiel? Alors, il y en a un certain nombre, au-delà de la forme sociale et de l'objet social qui, en fait, va décrire l'activité qui sera développée par la société. En premier lieu, il y a les apports que chacun des associés va faire à la société qui formera le capital et qui sera rémunéré, en quelque sorte, par un nombre de titres attribués à chaque associé au prorata de ses apports. Alors, on retrouve beaucoup d'outils sur Internet, Pierre-Emmanuel Perrault, qui nous permettent d'avoir des modèles de statut. Est-ce qu'il faut pleinement se fier à ce qu'on trouve de façon assez pratique et gratuite sur le net ? Ça peut donner quelques idées, mais le problème c'est que ces modèles sont souvent génériques et ne portent pas l'attention sur les points particuliers. Donc on peut vite faire quelques erreurs, entraîner des refus d'immatriculation même. Donc même si dans un premier temps ça peut paraître, ça peut permettre de penser qu'on va faire des économies, à long terme, on va souvent être obligé de modifier les statuts, les remettre en conformité avec la législation. Donc il est plus adapté de faire appel à un professionnel pour être accompagné. Quelles sont les petites erreurs qui peuvent entraîner précisément ces refus ? Alors, il peut y avoir, ne serait-ce que la situation du chef d'entreprise qui va se lancer, son régime matrimonial par exemple, c'est une question délicate que les notaires connaissent bien. Si vous êtes marié sous un régime de communauté, le principe c'est que votre époux va pouvoir revendiquer la qualité d'associé pour la moitié des parts. Dans cette situation, ça peut poser quelques petits problèmes par la suite, notamment au moment d'une séparation éventuelle. Donc on va recommander au chef d'entreprise de changer de régime matrimonial ou éventuellement d'apporter des fonds propres au moment de la constitution de sa société, de manière à ce qu'il en soit seul propriétaire. On reviendra sur cette question de régime matrimonial parce qu'elle est importante. Et prenons un autre cas particulier qui est celui de l'association à 50-50. Généralement, voilà, quand on s'associe avec quelqu'un, on démarre tous les deux de zéro, on n'a pas forcément envie que l'autre ait un ascendant sur soi, parce qu'il y a quand même un peu d'ego là-dedans, on ne va pas se le cacher, Géraldine Pommery. Donc, quand on en a les moyens financiers, évidemment, comment faire dans cette situation ? Est-ce qu'il faut vraiment bannir le 50-50 ? Alors, j'aurais tendance à dire que c'est pas idéal. En fait, 50-50, personne n'a de majorité. Personne ne peut prendre seul une décision. C'est une prise de décision à l'unanimité qui ne dit pas son nom, en fait. Donc, en tant que conseil, il faut essayer de comprendre pourquoi ce 50-50. Est-ce que c'est justement pour prendre ces décisions forcément ensemble, ou est-ce que c'est pour se répartir les bénéfices à parité, ce qui peut aussi être une très bonne raison. Dans le premier cas, au départ, on a beaucoup parlé du projet en amont, on s'est mis d'accord, etc. Donc les premières années vont se passer assez bien. Et puis finalement, au fur et à mesure, les visions peuvent diverger. Donc j'aurais plutôt tendance à conseiller qu'une troisième personne intervienne, ne serait-ce que pour 2 titres, donc un engagement financier très raisonnable, mais qui permettra... Voire symbolique. Voire symbolique,
qui permettra aux deux associés opérationnels de prendre du recul sur des décisions majeures. Si c'est pour se répartir les bénéfices à parité, alors on peut s'y prendre autrement en dissociant les droits de vote des droits aux bénéfices. Et ça, techniquement, comment est-ce qu'on fait, Pierre-Emmanuel Perrault? Ça s'inscrit dans les statuts, ça s'inscrit effectivement dans les statuts. On peut parfaitement dissocier le droit de vote des droits financiers. On peut créer donc des titres, des catégories de titres différents. Par exemple, au niveau du droit de vote, prévoir un droit de vote double pour certains titres, et puis un droit à dividende prioritaire pour certains autres. Est-ce qu'on peut également prendre... Est-ce que certaines décisions peuvent être soumises à des taux de vote différents? Est-ce que notre voix peut... À des majorités différentes, tout à fait. Alors, il faut que ça soit prévu également dans les statuts. Généralement, pour les décisions dites ordinaires, en fait, qui concernent l'affectation, l'approbation des comptes et l'affectation du résultat, on prévoit une majorité assez simple, 51%. Mais par contre, pour les décisions les plus importantes, il est recommandé de prévoir une majorité qualifiée, 75% par exemple, de manière à permettre aux minoritaires de pouvoir s'exprimer, voire bénéficier d'une minorité de blocage. Alors, il peut arriver dans une société, au cours de son développement, qu'on décide d'associer, pourquoi pas un salarié, ou alors parce qu'on a un développement qui nécessite l'arrivée de nouveaux capitaux, d'accueillir un autre actionnaire minoritaire. Comment est-ce qu'on prépare l'entrée de ce nouvel actionnaire? Est-ce qu'il faut revoir complètement les statuts ou pas? Alors, ça c'est... Je prends. Allez-y. En fait, quand il y a un nouvel entrant, le pacte social, c'est-à-dire les statuts, s'imposent au nouvel entrant. Maintenant, ne rentre pas qui veut. C'est le rôle des clauses d'agrément. Donc, suivant la forme sociale, par exemple dans une SARL, qui est une société à fort intuitu personné, la clause d'agrément est de principe. Elle répond à une double majorité, vous voyez, en nombre d'associés et en droit de vote. En revanche, elle ne s'impose pas de base, ni aux ascendants, descendants, ni aux conjoints de l'associé, ni à l'associé lui-même. Vous me direz, c'est assez logique puisqu'il est déjà associé. Oui, mais imaginons, là, nous sommes tous les trois associés, chacun un tiers. Puis je décide de vendre mes parts à Pierre-Emmanuel. Ça veut dire que vous, Guillaume, vous restez avec un tiers, et lui, il aura 2 tiers. Peut-être que ça vous conviendra très bien, mais peut-être que vous auriez aimé être consulté, déjà, à la base. Donc vous voyez qu'on peut faire rentrer dans les clauses d'agrément des personnes qui à la base en étaient exclues. À l'inverse, dans une SAS qui est une société de capitaux par excellence, cette clause n'est absolument pas obligatoire. Mais dans le même cas de figure, on va hautement la recommander. Oui, parce que sinon on peut imaginer facilement que les 2 ou 3 parties peuvent s'écharper sur ce sujet. En fait, ces clauses d'agrément, elles sont faites pour finalement protéger les associés en place contre l'immixtion d'un nouveau venu. Quid des enfants d'un ayant droit en cas, par exemple, quid des ayants droit, pardon, par exemple, dans le cadre d'un décès d'un des dirigeants, d'un des associés de l'entreprise? C'est un point fondamental qui doit être traité dans les statuts. Le principe est que les descendants, les héritiers deviendront associés, sauf s'il est prévu une clause d'agrément, ne devient pas associé qui veut. Et à ce moment-là, s'ils sont agréés, ils deviennent associés. S'ils ne sont pas agréés par les associés en place, ils seront indemnisés de la valeur de leur part, tout simplement, mais la porte de la société leur sera fermée. Avec une valorisation qui est calculée par un homme du chiffre à l'instant T? Alors c'est souvent la question, en fait, au moment d'une succession, la valorisation des parts de l'entreprise, à défaut d'accord, on aura recours à un expert désigné par le tribunal. Merci, on va poursuivre nos échanges. N'hésitez pas en tout cas à poser vos questions dans l'onglet chat qui se trouve devant vous. Nous sommes ici pour répondre à toutes vos questions. Est-ce qu'il existe d'autres modalités de cession ou d'acquisition de titres ? Alors d'autres modalités, en tout cas une autre clause qui est importante de souligner pour les statuts, c'est ce qu'on appelle la clause de préemption. On parlait de l'agrément tout à l'heure, qui permet de définir si on souhaite ou pas qu'un nouvel associé entre dans la société. La clause de préemption va permettre de régler l'hypothèse que Géraldine évoquait, à savoir maintenir une égalité entre les différents associés. Celui qui souhaite se retirer, à ce moment-là, devra proposer préalablement aux associés en place d'acheter ces titres dans les proportions dans lesquelles ils détiennent déjà le capital social.
de manière à éviter en fait une modification de la répartition du capital et des droits de vote, des influences au sein de la société. Alors, on entend parfois parler d'actions préférentielles à prix préférentiel dans le secteur boursier. Est-ce que là aussi il peut y avoir un prix particulier pour ces associés ou pas? Alors, les modalités en fait de fixation du prix peuvent avoir éventuellement été fixées dans les statuts aussi, ou on l'évoquera peut-être tout à l'heure aussi dans un pacte d'associés, autre document important pour monter son projet. Alors avant de parler peut-être de pacte d'associés, est-ce qu'il y a un dernier point, Géraldine Pommery, à évoquer concernant ces statuts? Oui, on peut évoquer le dirigeant qui, par principe, est nommé soit d'entrée de jeu dans les statuts, soit par l'Assemblée des associés. La difficulté peut venir notamment dans une PME où c'est le dirigeant et l'homme orchestre, en fait. Et c'est lui qui est en relation avec les clients, les fournisseurs, les banques, etc. Et s'il venait à décéder ou à être empêché, que se passe-t-il? Il y a une vacance, en fait, de la prise de décision, une vacance du pouvoir, quelque part. Ça va dépendre, effectivement, pour résoudre la situation du modèle de la forme sociale. Donc, dans une SAS, on peut avoir le seul organe obligatoire, c'est le président, et on ne peut pas avoir de coprésidence. Mais par contre, on peut inscrire dans les statuts que si le président venait à être empêché ou décédé, le directeur général prendrait immédiatement ses fonctions de président. En revanche, dans une SARL, on ne peut pas exactement faire le parallèle parce que certains greffes refusent d'enregistrer un gérant en attente, qui ne soit pas en exercice immédiatement. En revanche, on peut avoir 2 co-gérants. Et donc, si le premier vient être empêché, il y a le deuxième qui pourra exercer ses fonctions seul. Merci. On a une question de François-Xavier qui nous demande pourquoi privilégier la rédaction des statuts par un notaire plutôt que par un avocat d'affaires, Pierre-Emmanuel. Alors, je pense que les 2 professions sont compétentes. Le notaire a une vision peut-être un petit peu plus large. Il a une vision sur le patrimoine privé, également sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur. Donc, il pourra utilement conseiller tout ce qui concerne la transmission, sur le sujet de la transmission aux enfants, anticiper par exemple dans les statuts la répartition des pouvoirs entre un usufruitier et un propriétaire, quand les parents décident de donner leur entreprise aux enfants. Voilà, je pense que c'est la vision transversale du notaire qui pourrait attirer davantage certains clients. Merci. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué la question du pacte d'associés au-delà des statuts. Donc faut-il nécessairement en conclure un? Alors, contrairement au statut qui constitue un document obligatoire, le pacte d'associés ne l'est pas. Pour autant, ça peut quand même présenter un certain nombre d'intérêts de réfléchir à la rédaction d'un pacte d'associés. J'en vois 3, en fait, principaux. Le premier, c'est que vous pouvez conclure un pacte d'associés avec uniquement certains de vos associés, et pas forcément l'ensemble des associés. Le deuxième intérêt, c'est le caractère confidentiel du pacte. Les statuts constituent un document public, accessible librement sur Internet. Le pacte est confidentiel et ne sera révélé que dans l'hypothèse prévue au sein du pacte lui-même. Le dernier élément, ça concerne la durée du pacte. Une société généralement est constituée pour une durée maximale de 99 ans. Souvent, on peut prévoir pour un pacte une durée beaucoup moins longue. Quelles sont les principales clauses qu'on va pouvoir retrouver dans ce pacte? Alors, on trouve tout un tas de clauses. Je pense que pour essayer de synthétiser, on retrouve des clauses qui concernent la sécurisation de la direction de la société et d'autres qui concernent la sécurisation du capital de la société. Parmi les clauses concernant la sécurisation du pouvoir, de la direction de la société, on peut notamment prévoir des clauses limitatives de pouvoir du dirigeant. Comme l'évoquait Géraldine tout à l'heure, le dirigeant représente la société, que ce soit le président de SAS ou le gérant de SARL. On peut prévoir que pour certaines décisions plus importantes, il y aura des clauses limitatives. Le président ou le gérant devra obtenir l'avis préalable d'un comité de direction, par exemple. Ça, c'est le premier point sur les clauses limitatives de pouvoir. On trouve également souvent des clauses concernant le départ d'un associé dirigeant. Selon que ce départ se déroule dans un climat apaisé ou au contraire dans un climat de conflit, ce sont les clauses qu'on qualifie de bad
or good liver. En cas de bad liver, eh bien souvent, la valeur des titres de l'associé sera décotée à titre de sanction. Voilà. On a donc, je poursuis, des clauses qui sécurisent également le capital maintenant de la société. On peut notamment prévoir des clauses d'inaliénabilité temporaire du capital pour permettre en fait de réaliser le projet pour lequel la société a été créée. Donc pendant 5-10 ans, le financement du projet doit être assuré sur cette durée, et bien on va interdire aux associés de sortir, de céder leurs titres. On peut prévoir également des clauses de sortie conjointe qui vont permettre d'imposer à un associé minoritaire de céder ses parts en même temps que l'associé majoritaire, à partir du moment où il a obtenu une offre qui porte sur la totalité du capital de la société. Enfin, une clause peut-être importante à souligner, une clause qui concerne les résolutions de conflits entre associés. On sait que souvent, un conflit entre associés peut entraîner malheureusement le déclin de la société. Eh bien, il existe une clause dite de buy or sell, ou appelée une clause texane, dont la validité d'ailleurs vient d'être récemment confirmée par la Cour de cassation. L'idée est de préserver la société malgré les désaccords en organisant une cession forcée des titres selon un principe d'équité. Alors, pour essayer de résumer le fonctionnement de cette clause, un associé va proposer à l'autre de lui racheter ses titres moyennant un prix qu'il détermine. Cet autre associé va pouvoir soit accepter cette proposition et vendre ses titres, soit racheter les titres de celui qui lui a fait cette proposition au même prix. Et donc le principe, on le comprend bien, c'est que la valorisation qui est proposée sera nécessairement équitable, puisque si vous êtes prêt à racheter les titres de votre associé au prix auquel il vous les a proposés, eh bien... il n'y a pas de problème. Ça règle les soucis d'évaluation des titres, effectivement. Merci. Alors, on a une question de Pauline qui nous parle d'une association familiale. Donc, bonjour, enfant actionnaire d'une SAS. Mon père pense à la transmission. Auprès de qui puis-je prendre un conseil indépendamment de lui pour avoir un avis individuel sur mes intérêts propres? Alors, moi qui ne suis pas notaire, je l'enverrai volontiers vers un notaire. Donc, si Pauline est jeune, elle ne veut pas forcément aller chez le notaire de ses parents, mais néanmoins, le notaire est soumis à un secret professionnel et il a la connaissance de l'environnement familial, entrepreneurial, avec cette vision transversale dont parlait Pierre-Emmanuel. Vous voulez dire qu'il n'y aurait pas de conflit d'intérêts, par exemple, à consulter le même notaire de façon indépendante? Ce qui est très intéressant, si vous voulez, et j'en parle d'autant plus facilement que je ne suis pas notaire. Un acte rédigé par un notaire, le notaire signe en bas de l'acte. Et donc, il est responsable de l'équilibre du contrat. Donc voilà, après 35 ans d'expérience et dans la transmission familiale, je pense que Pauline pourrait aller voir son notaire, en tout cas le notaire familial. Mais elle peut en choisir un autre et la confraternité fait que ça se passera très bien aussi. Est-ce qu'il y a... alors, on va revenir sur ce cadre justement familial, restons-y, puisque Pauline nous y invite. Y a-t-il d'autres choses à conseiller en cas d'association? Là, l'association est faite avec elle vraisemblablement d'ores et déjà, mais est-ce qu'au préalable, il y aurait quelques... Alors, c'est pas forcément au préalable, mais il est intéressant en fait de réfléchir à la charte familiale, notamment pour, et c'est peut-être le cas de Pauline, pour des PME ou des entreprises qui passent la 3e, 4e génération. À chaque passage de génération, on va avoir une démultiplication des associés, une démultiplication des non opérationnels au capital, et donc potentiellement un accroissement des cas de mésentente. Si on veut regarder un petit peu le prisme des deux côtés, vous allez avoir l'opérationnel qui va penser que le non opérationnel, finalement, il touche des dividendes sans se faire trop de soucis. Et puis, de l'autre côté, le non opérationnel pourrait éventuellement penser que l'opérationnel, il n'a pas eu à chercher de job, il a une bonne rémunération et en plus, il touche des dividendes. Donc, vous voyez que la charte familiale peut être un outil de pédagogie et de cohésion entre les générations et entre les non opérationnels opérationnels. Vous nous avez loué il y a quelques minutes le rôle impartial du notaire. Est-ce que cette charte familiale, il faut la faire là aussi rédigée par un tiers ou c'est pas forcément une bonne idée?
Alors, on pense instinctivement à la faire rédiger sous la vigilance d'un professionnel, mais par l'équipe de direction en place. Parce qu'ils connaissent l'entreprise, ils connaissent les produits, ils connaissent l'univers concurrentiel, etc. Maintenant, c'est peut-être une assez bonne idée de la faire rédiger par la nouvelle génération, celle qui va rentrer. Parce qu'une entreprise, si elle doit rester debout, elle doit rester en mode projet. Donc, insuffler une nouvelle vision, ce qui nécessite que la génération en place accepte une certaine dose de contradiction, de confrontation. Si c'est fait dans un esprit constructif, il n'y a pas de problème. On a une question d'ordre réglementaire qui nous est posée par François-Xavier. Là encore, au-delà du thème abordé ce jour, est-ce qu'un notaire peut accompagner tout un processus de transmission d'entreprise, étude du dossier, due diligence, LOI, négociation? Bien sûr, oui, le notaire est parfaitement compétent dès lors qu'il a de l'appétence pour le droit des affaires. Il peut tout à fait, d'ailleurs, en ayant comme interlocuteur même un avocat, ça nous arrive très fréquemment et qu'effectivement de nous occuper de tout le processus de cession d'une entreprise. Oui. Dernière question, statut, pacte d'associés, voire charte familiale. On a évoqué ces trois outils ensemble. Quelle conclusion est-ce qu'on peut tirer de ces trois leviers sur lesquels s'appuyer? Donc trois outils différents, chacun a son objet. Les statuts, on a compris, sont obligatoires. Ça fixe un cadre qui va être officiel, public, accessible directement par tout le monde. Le pacte d'associés permet d'être plus précis et puis permet de concerner certains associés, enfin certaines clauses qu'on ne souhaite pas voir figurer dans les statuts. Enfin, la charte familiale, on est dans un contexte très particulier de transmission d'une entreprise. Il faut essayer de fédérer en fait l'ensemble des membres de la famille autour d'un projet commun avec des valeurs communes. Et comme l'expliquait très justement Géraldine, eh bien, c'est l'outil qui va permettre de renforcer la cohésion et les valeurs au sein d'une même famille. Bien, merci à tous les deux pour votre disponibilité ce matin et d'avoir répondu aussi aux questions de nos internautes. Merci Géraldine Pommery, directeur du département entreprise à l'UNOFI. Je m'empêche, je me suis emmêlé dans mes feuilles. Et merci à vous, maître Emmanuel Perrault, maître donc, qui est notaire à Courbevoie, notaire NCE. Merci à tous les deux. Merci d'avoir écouté cet épisode des Notaires Conseils d'entreprise. Pour en savoir plus sur l'association, rendez-vous dans le descriptif.